quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir des gros résultats, je pense, dans la vie, il y a une chose très bien, c'est démarrer par l'IMO, comme je l'ai fait, parce que ça te permet d'avoir, je trouve, une certaine sécurité. Et dès que j'ai eu en fait la possibilité d'emprunter, j'ai acheté un bien immobilier. Et je me suis mis à faire du locatif, mais du locatif rentable. À l'année, j'avais un business à côté, je n'étais pas forcément encore dans l'état d'esprit location courte durée. J'ai commencé à faire ça et à acheter tant que la banque m'a dit oui, en fait. Je me suis dit, je vais y aller, on va voir. J'ai commencé à le faire avec un petit appartement. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je ne peux pas acheter des grosses surfaces. Pour avoir une grosse rentabilité sur une petite surface, il n'y a qu'une seule solution, en fait, c'est la location courte durée. Je pense que quand il t'arrive un gros accident dans la vie, tu as deux choix en fait. C'est soit tu te laisses tomber, et si je m'étais laissé tomber, je pense que je serais parti très bas et j'aurais eu beaucoup de mal à me relever. Ou soit en fait d'entrée de jeu, tu te dis je tape dedans, je fonce et en fait on verra ce qui se passe. Hello et bienvenue dans le podcast La Bonne Fortune. Cette émission te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux. Et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Let's go! Salut Loïc, je suis vraiment très content de te recevoir ici sur l'émission, sur le podcast La Bonne Fortune. Merci pour ta disponibilité. Salut Ismaël, ça me fait super plaisir aussi que tu m'invites. C'est un grand plaisir, j'espère, et c'est même sûr, on va passer un super moment ensemble. À fond. Du coup, je voulais voir avec toi, il y a énormément de choses parce que tu es vraiment quelqu'un d'inspirant. Je voulais voir déjà avant de commencer, si je te dis pas de bêtises. Donc, tu as 36 ans, tu es originaire de Rouen sur la côte normande. Et donc, tu es un fervent investisseur et notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, juste avant, si tu peux te présenter peut-être un petit peu et de voir un petit peu si on peut remonter dans le temps sur les origines, qu'est-ce qui t'a amené à mettre le doigt dans l'engrenage et puis après, on verra sur ton parcours. Avec plaisir, avec plaisir. Donc effectivement, j'ai 36 ans, j'ai grandi à Rouen, tu t'es pas trompé, nickel. Du coup, j'ai démarré l'investissement assez jeune. À un an près, j'ai un doute si c'est à 22 ou 23 ans que j'ai pris la première décision d'investir. En fait, moi, je viens d'une famille qui était assez modeste, j'ai jamais manqué de rien, mais si tu veux, j'ai toujours vu mes parents, en fait, eux, ils avaient cet esprit, tu sais, de la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que même si on est payé au SMIC ou à peine au-dessus, si on a la sécurité de l'emploi, notre vie ira bien et génial. Enfin, je veux dire, je ne les juge absolument pas pour ça. Mais personnellement, en fait, je me suis rendu compte petit qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de faire et qui n'étaient pas forcément possibles. Je sais que, tu vois, je sais pas, aller à Disney, faire des trucs, tu vois, un petit peu. En plus, j'avais fait un choix de me mettre dans un secteur, tu sais, d'école où il fallait que j'aille dans un secteur d'école qui soit bon, donc plutôt avec des gens qui avaient de l'argent. Et du coup, moi, je les voyais faire des trucs de fou. Et enfin, l'impression dans ma tête de gamin, tu vois, et voilà. Bon, après, j'ai souffert de rien, franchement, trop génial, j'adore mes parents, ils m'ont inculqué des tonnes de trucs super, mais quelque part, je pense que ça vient un peu de là, où du coup, je les ai vus saigner quand même pas mal pour essayer d'acheter une maison et pour faire ça, et je me suis vite rendu compte que l'immobilier, c'était quand même quelque chose qui avait une certaine valeur et que les avoir vus démarrer un peu tard pour tout ça, je me suis dit peut-être que justement ce serait intelligent de démarrer ça peut-être plus tôt. Et dès que j'ai eu en fait la possibilité d'emprunter, j'ai acheté un bien immobilier. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je voulais vivre à un endroit en particulier, mais c'était pas possible, c'était trop cher, c'était pas du tout dans mon budget. Et de suite, je me suis dit le meilleur moyen, c'est peut-être finalement d'acheter un endroit où j'ai pas forcément envie de vivre, apporter de la valeur à ce que je vais faire, le revendre et avec ce cash en fait racheter là où j'ai envie. Tu vois, au départ, c'est pas du tout une envie, enfin le premier investissement, c'est pas forcément une envie
de faire de l'argent avec ça. Enfin, Mmh. si, mais il y a un besoin en face, en fait, tu Ouais, vois, ouais, quelque part. il y a la motivation, à côté, ouais. OK, super, super intéressant. Donc du coup, ouais, je pense qu'on a, tu vois, on a un parcours un petit peu similaire. Déjà, on est sur des générations, similaires. Mmh. Parce que pour ma part, là, j'ai 35 ans et pareil, donc le cadre familial un petit peu classique sur la génération de nos parents avec un paradigme où fallait, en effet, bon, ce côté bienveillant, mais nous mettre à l'école, aller faire des études, qui nous correspondent, convenables pour après, décrocher un bon job. C'est vraiment le cursus classique. Donc toi, de ce que j'ai cru comprendre, peut-être avec un parcours dans l'enseignement dans le privé du coup, et donc envie de, par toi-même déjà dans ton enfance, d'améliorer, d'envisager un niveau de vie et de faire quand même par toi-même. On a vu avec Anthony sur le premier épisode. Anthony, donc ce coach hypnothérapeute, en fait, les différents types de personnalités au travers du prisme de l'énéagramme. Donc, Mmh. c'est un mécanisme qui étudie les types de personnalités d'un point de vue des émotions et puis des process mentaux. Tout à fait. Ouais, je connais bien, on l'utilise dans les recrutements, et cetera. Ouais, 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 excellent. Et donc du coup, alors je saurais pas dire lequel, mais tu vas te retrouver peut-être avec une prépondérance à vouloir faire par toi-même, à vouloir découvrir aussi une curiosité déjà assez jeune chez toi comme ça, et puis C'est ça. cette volonté de passer à l'action quand même à 22 ans, faire ce premier investissement. Donc du coup, il était sur Rouen cet investissement, ou alors de ce que tu dis, c'était peut-être sur Rouen que tu voulais investir, ou tu pouvais pas te permettre, et du coup tu t'es excentré peut-être en périphérie. C'est ça, exactement. En fait, je voulais investir proche de Rouen et enfin très proche dans une ville qui était assez onéreuse et donc je pouvais pas et donc je suis parti un peu en campagne. Ce que j'ai fait un projet de construction et du coup donc j'ai fait construire cette maison, mais tu sais j'ai fait faire un premier étage qui était absolument pas aménagé et on a D'accord. fait en fait j'ai fait après l'aménagement. Alors j'ai fait plein d'erreurs parce que dans un sens j'ai choisi de faire cet aménagement moi-même. Donc j'avais jamais touché un marteau de ma vie, j'ai même coupé la toiture pour mettre des Velux, tu vois. Enfin, voilà, j'ai fait faire quelques petites choses, mais j'avais surtout beaucoup d'amis qui étaient là et c'était cool. C'est aussi l'avantage en fait, c'est qu'à comme finalement à 22 ans, il y a personne achète une maison. Finalement, tu as plein de gens qui sont vraiment très motivés pour te donner le Te coup de donner un main, coup de main, ouais, etc. ouais, ouais. Donc c'était plutôt cool, on s'est tous bien marrés. Et finalement, ça a été quelque part, enfin, c'est une très bonne chose que ça m'a permis de me propulser sur certaines choses. J'ai fait 45 000 euros de plus-value en un an et demi. Ouais, en termes de chiffres, c'était un projet qui a coûté combien à Alors, l'époque c'était un tout petit projet pour une maison, parce que Ouais, j'ai réussi à faire construire pour 155 000 euros avec le terrain. ok, Une maison qui, à la fin, a fait 170 mètres carrés habitables. Donc, d'accord, c'était ouais. quand même pas mal. Bon, tout avait été vraiment pensé au niveau de la construction, au niveau de tout ça, pour vraiment diminuer les coûts au maximum. Et après, j'avais encore aussi la chance à l'époque qu'on n'ait pas encore les toutes dernières normes en termes de construction de maisons, etc., qui ont quand même Mhm, pas mal mhm. gonflé la facture aujourd'hui. Et du coup, après, effectivement, aménagement. L'aménagement, il a pas coûté si cher que ça, peut-être 15 000 euros, en gros, 15-20 000 euros. Et ensuite, c'est une maison qui a été revendue 200, pas loin de 230 000 euros, donc ce qui était D'accord, plutôt ouais, pas ouais, mal. ouais, Et j'ai encaissé en plus parce que j'ai eu une anecdote assez dingue sur cette maison. C'est que j'ai des gens qui ont, en fait, qui ont voulu l'acheter, ouais. qui n'ont pas eu leur prêt, mais qui, au lieu tout simplement d'envoyer un refus de prêt et d'agir de manière normale, en fait, comme toute personne normale, ont fait les morts, en fait. Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient dépassé les délais de compromis, ils savaient pas quoi faire, et du coup, ils ont arrêté de répondre à qui que ce soit moi, le notaire, etc. Et Et ce ouais. truc a fini quand même au tribunal pour réussir à me défaire de ce compromis. Et du coup, bon, sur l'instant, c'était pas forcément cool, mais Mhm. j'ai repris pas loin de 30 000 euros de plus-value, entre guillemets, Ouais, ouais, euh, ouais. avec cette histoire, peut-être 2 ans et demi après, le temps que ça passe au Ouais, tribunal. les frais, ouais, ouais. Par contre, c'est ça dans ce genre de procédure, donc c'est intéressant. On récupère donc du coup c'était quoi, 5-10%, peut-être même plus ça, si tu me parles de 30 000 Ouais, euros, bon avec plus les frais, encore. avec les dommages peut-être, avec le C'est ça. jugement, etc. Mais par contre, la contrepartie de ce genre d'affaires, c'est que du coup, pendant, là, tu l'as dit, toi, dans ton cas, après peut-être 2 ans, le bien est immobilisé, tu ne peux rien en faire, c'est ça? Alors oui et non, c'est toute la stratégie au début. C'est pour ça que j'ai pas attaqué dès le départ parce que j'ai eu peur en fait qu'il y ait ça qui se passe. Donc j'ai essayé Mhm.
vraiment de gérer ça à l'amiable. Et en fait, j'ai pris, et comme quoi, c'est toujours pareil, en fait, quand tu as un souci, avocat spécialisé, il a toujours beaucoup plus la réponse que tout le monde. Et même le notaire, en fait, me disait que mon bien allait être bloqué. Et l'avocat m'a dit non, non, on va faire un recours en référé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va axer les choses pour que vous soyez libérés au plus vite de votre compromis. Et Ouais. après, on attaquera avec le juge du fond pour aller récupérer vos dommages et intérêts. Et finalement, en 1 mois et demi, il m'a obtenu la libération du compromis. J'ai pu vendre parce que j'avais retrouvé un client entre deux. Et après, en fait, le dossier est parti. À part des avances de frais d'avocat, ça m'a pas Mhm. plus bloqué que ça. En tout, j'ai dû être bloqué à peu près 4 mois avec ça qui était Ouais, forcément ouais, pas ouais. cool. Mais bon, ça s'est plutôt bien fini. J'aurais préféré, parce que par expérience, je sais que j'étais quelques fois au tribunal par le business ou par des choses. Je sais que dans l'ensemble, c'est toujours mieux de finir sans s'embêter à aller au tribunal. Mais une fois que c'est parti, tu vas au bout, et quand tu gagnes, c'est cool parce que voilà, ça valait le coup d'y aller quand même, quoi. Ok, ok, ok. Donc ce premier bien, une bonne expérience d'un point de vue, on va dire, de chiffre, de rentabilité. Et donc, suite à ça, forcément, là, tu as mis le doigt dans l'engrenage, une bonne première expérience. On en revient, pareil, encore une fois, ce qu'on expliquait sur le précédent épisode avec la méthode CAR. Les actions qui poussent à avoir des résultats, et ces résultats nous redonnent la confiance, et ce qui va nous repousser forcément à repasser à l'action dans le bon sens. Suite à ça, donc j'imagine que tu as enchaîné et que tu fait plusieurs biens, et tu fais pas que de l'achat-revente, parce que tu as ton programme, tu as un programme de formation sur bon, l'immobilier qui est relativement complet, mais tu t'es axé, en tout cas démarqué sur YouTube, notamment au travers la location saisonnière ou même courte durée dans son Tout ensemble, à fait. que tu pratiques toi-même du coup. Ouais, alors si tu veux, je t'explique comment le cheminement en quelques mots de ce qui m'a amené de passer un peu d'achat-revente, tu vois, de résidence principale à faire de la location courte durée. En fait, j'avais pas forcément compris que tu pouvais à l'époque faire de l'argent en louant un bien. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, c'était les gens, ils investissaient, tu sais, en mettant de l'argent chaque mois de leur poche, et peut-être ils auraient un bien à la retraite. Et du coup, j'ai fait un deuxième achat-revente de résidence principale, un troisième achat-revente de résidence principale en pas très longtemps. Donc là, j'ai le notaire en fait qui m'a attrapé en me disant Attention à la requalification. voilà, vous êtes mignon, mais il va falloir calmer un peu le truc. Et j'ai monté une société, ma première société qui n'avait rien à voir dans les télécoms, qui avait vraiment rien à voir avec l'IMO. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui avait vraiment beaucoup investi. Et premier réflexe, peut-être un peu idiot, la personne avait plus de 100 lots. Et je me dis, quelqu'un qui a plus de 100 appartements, maisons, bon, il y a énormément d'argent de famille, forcément. Mhm. Et en fait, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui m'a loué des bureaux. Et en fait, cette personne, je sais pas combien il avait de lots parce que je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais du coup, vous avez combien d'appartements? Et il me dit, je sais pas. Et moi, je me dis, bah, il veut pas me répondre, en fait. Ouais, Et ouais. donc, je lui ai dit, non, bah, je comprends, vous voulez pas le dire. Il me dit, non, non, je sais pas. Il me dit, c'est tous les classeurs qui sont sur le mur ici. Chaque classeur, c'est un bien. Si vous voulez, comptez-les, vous saurez combien j'ai de biens. Moi, je ne le sais pas. Et du coup, ça m'a intrigué énormément. Je l'ai beaucoup questionné pour comprendre en fait quel cheminement il avait pu y avoir. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait en fait acheter des choses rentables et que c'est juste ce qu'il avait fait. C'est juste qu'il l'avait poussé à l'extrême pendant toute une vie parce que c'est quelqu'un qui Mhm. avait peut-être 65 ans, quelque chose comme Mhm. ça. Mhm. Il avait Mhm. poussé ça à l'extrême depuis ses 20 ans jusque-là et il avait acheté plus de 100 lots enfin, pas sans difficulté parce que il a eu des difficultés comme tout le monde et on sait que l'investissement immobilier, même si c'est très plaisant, même si c'est génial, voilà. Et donc du coup, j'ai réalisé ça et je me suis mis à faire du locatif, mais du locatif rentable. À l'année, j'avais un business à côté, j'étais pas forcément encore dans l'état d'esprit location courte durée et ça, c'était il y a déjà pas loin de 10 ans, tu vois, donc Ouais, ouais, ouais. 2 ans après ma revente, j'ai commencé à faire ça et à acheter tant que la banque m'a dit oui, en fait. D'accord, très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en France, on a quand même cette particularité où les banques financent relativement aisément dès lors qu'on a une situation qui s'y prête. C'est vrai que si on le met en parallèle d'autres pays, aux États-Unis par exemple ou autres, ils demandent beaucoup plus de garanties, c'est sûr. Donc, ok, donc tu as commencé, ouais, donc par de l'achat-revente, on va dire d'une façon générale, donc sur de la résidence principale, donc en nom propre. Après, tu es Mmh. parti sur de la location comme ça classique. Tu as fait plusieurs biens mis en location ou tu as fait combien?
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai acheté juste enfin, c'était des maisons de ville et j'ai dû acheter, si je dis pas de bêtises, avant de la faire de la location courte durée. Oui, j'avais 6 lots à l'année à ce moment-là. Des petites maisons de ville en fait. C'était vraiment tout le temps le même truc, une petite maison de D'accord. ville, tu sais, jumelée. On met des gens pour un loyer qui est assez valorisé quand il y a le petit bout de jardin, le truc. C'est tout à fait, tu sais, jeune couple. C'est exactement ça la cible, jeune couple qui travaille depuis pas forcément très très longtemps et qui a D'accord. Et donc en termes de chiffres, du coup, ces maisons-là, tu les achetais combien? Tu les louais combien? C'était Alors, ça date un petit peu, mais en gros, c'était des rentabilités aux alentours de 10%. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas enfin, il n'y avait pas de cash flow ou très peu de cash flow, mais par contre, il y avait, ça s'autofinançait. En fait, je trouvais ça Ouais, déjà ouais. Mmh. génial de dire, attends, j'ai quelqu'un d'autre qui paye mon prêt, en fait. Je Ouais, le ouais, voyais pas comme complètement, une ouais. source de revenus parce que je voyais vraiment, en fait, à côté, bah, l'entrepreneuriat, etc., comme une source de revenus. Et j'avais pas forcément Ouais, ça en ouais. tête à l'époque. Ouais, d'accord. Et donc là, tu étais en train de te construire ton capital, ton patrimoine, immobilier déjà, de belle façon. Parce que c'est vrai que déjà un autofinancement, pour ceux qui nous écoutent, il faut voir qu'en effet, c'est pas forcément que le loyer qui prend en charge le crédit. Il faut que le loyer soit supérieur parce que derrière, Mm. en dehors du crédit, il va y avoir forcément plein d'autres, éléments à venir régler, que ce soit, bon, notamment la taxe foncière, Mm. les différentes, charges, les différentes assurances, l'entretien du bâtiment également qu'on a souvent tendance à omettre. On se voit des fois peut-être un petit peu la face, etc. Et d'avoir une épargne de précaution, etc. pour faire toutes ces réparations un petit peu imprévues. Et donc déjà, si c'est vrai que si la location prend en charge déjà tous ces frais, Mm. sur des locations classiques, on tourne de toute manière le point grosso modo de delta. Après, il faut voir, ça dépend des situations, etc. Mais il se situe aux alentours de aller 10% en brut de rentabilité qui fait qu'on est plus ou moins à l'équilibre. Donc oui, c'était déjà de belles opérations. À l'époque, pour illustrer juste ton propos, effectivement, j'ai aussi réalisé qu'il fallait plutôt gagner un peu d'argent parce que justement, j'ai eu un peu cette manière au départ de calculer. Je suis toujours assez fonceur, j'y vais. Ah bah génial, ça s'autofinance, c'est super. Mais tu penses pas que le jour où il y a les gouttières qui sont bouchées, que tu as les gouttières à reprendre, que tu as la toiture qui peut avoir un souci, que tu as la chaudière qui pose un problème. Tout ça, ça a un certain coût et ça va même plus loin. Je vois beaucoup de gens des fois faire du meublé à l'équilibre. Bah, les meubles, par exemple, ça dure pas 20 ans ou 25 ans de crédit. Si on les a empruntés au démarrage, il y a un Mhm. moment, il faudra renouveler des choses, peut-être au bout de 5 ans, peut-être au bout de 10 ans, peut-être au bout de 15 ans. Mais c'est sûr que tu n'arriveras pas à louer 25 années ou 20 années avec les mêmes meubles dedans. Et voilà. Donc, ça, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, j'attire votre attention. Faites du cash. Il faut un max de cash sur ces biens en location parce qu'il y a des coûts inhérents et c'est pas comme une action que tu vas acheter Ouais, et ouais, ouais, l'action, ouais, quoi ouais. qu'il se passe, voilà, il y a pas de frais supplémentaires qui vont se rajouter. Là, il y a des petites choses, on est sur du concret. Tout à fait, ouais, du concret. D'une part en termes financiers, mais également en termes de temps, de présence, ou alors déjà de construire une équipe derrière qui puisse intervenir. Encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure avec les professionnels, que ce soit notaires, avocats, etc., de s'entourer de bonnes personnes pour être très très bien conseillés pour enchaîner. Ben là, c'est pareil, de s'entourer de bons artisans sur qui on peut se reposer pour faire le nécessaire. Parce que c'est vrai que Tout à après, fait. ça peut être très très énergivore également en termes de temps, quoi. C'est vrai, tout à fait. Cool, Ouais. cool. Et si tu veux, je te fais le parallèle du coup pour arriver à la location courte durée. Il me reste une étape. Ouais. C'est en gros ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon entreprise qui était en route et j'ai malheureusement dû liquider cette entreprise. En fait, je suis vraiment monté très fort en puissance avec cette entreprise et cette entreprise a été une véritable réussite les 2 premières années. Mmh. Mais derrière, pour plein de raisons, en partie moi, en partie le marché, etc., parce que c'était un marché qui était assez novateur, etc. C'est dans les télécoms, je vais pas rentrer dans le détail. Et du coup, j'ai dû mettre cette société en fait en liquidation judiciaire. Donc là, j'arrive à 30 ans, c'était il y a 6 ans, Mmh. liquidation. Et en gros, bah, tu sais, quand tu liquides et que tu es entrepreneur, maintenant, je crois que c'est un peu différent, mais en tout cas, à l'époque, bah, t'as pas le droit au chômage, en fait. Mmh. Et là, j'ai grosse remise en question, notamment
j'ai dû trouver des sources de revenus et j'ai fait un truc qui était génial, c'est que j'avais plusieurs prêts immobiliers en cours et j'ai pu mettre le stop crédit en fait sur ces différents prêts immobiliers, ce qui m'a dégagé en fait, parce que même si c'est bien, on n'avait pas de marge quelque part tous les mois ou très peu. Mhm, En fait mhm. là, ça m'a dégagé de la marge parce que je me suis mis à toucher pleinement mes loyers sans avoir de frais, enfin de remboursement de crédit en face, Ouais, ouais, et ouais. ça m'a permis en fait effectivement de vivre en fait et de comprendre ce que j'avais envie de faire. Et après, justement, je me suis dit l'immobilier c'est génial, c'est ce qui vient de me sauver entre guillemets. Sinon, j'aurais très certainement dû retourner travailler en tant que salarié ou autre. Et je me suis dit vas-y, il faut que je fasse plus d'IMO. Sauf que liquidation judiciaire en cours. T'imagines Mhm. bien que vis-à-vis des banques, c'est pas l'idéal. Mais je me suis dit je vais y aller, on va voir. Et j'ai commencé à le faire avec un petit appartement. Et je me suis dit tant qu'à faire, je peux pas acheter des grosses surfaces. Pour avoir une grosse rentabilité sur une petite surface, il y a qu'une seule solution, en fait, c'est la location courte durée. Et du coup, j'ai signé un compromis, je crois, à 46 500 euros. Donc, tu vois, Ouais. vraiment un petit prix sur un studio. J'ai été chasser les banques. Et là, en fait, refus, refus, refus. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, j'ai dû faire 17 banques. C'est-à-dire que j'ai même fait, tu sais, plusieurs agences d'une même banque en fait, mais Mhm. plusieurs CIC, plusieurs crédits mutuels. Et là, j'ai une conseillère du CIC qui m'a dit ouais, c'est bon, on vous suit. Et là, boum, quoi. Et c'est vrai que c'est hallucinant, surtout quand tu es dans une situation comme ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des difficultés financières, qui ont peut-être des problématiques particulières qui pensent qu'ils peuvent pas être financés. Franchement, on est à plus de 2500 personnes formées sur l'investissement IMO. On a vu des trucs de dingue, des gens qui sont en intérim, des gens qui sont dans vraiment des situations pas si ouf que ça. Bon, je dis pas à tout le monde d'aller signer des compromis et de foncer, mais si on est déterminé, qu'on n'est pas sur des trop gros prix, qu'on a une bonne manière d'exprimer les choses, qu'on a fait les choses comme un professionnel, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites sans même être quelque part un peu finançable de base. J'étais pas interdit bancaire, hein, je le précise bien, Ouais, c'était ouais, simplement ouais, sur bien sûr. société.com, il y avait marqué voilà, liquidation en cours, mais voilà. Et donc là, ça a été possible. Premier investissement en courte durée en route. C'est très très intéressant ce que tu dis de voir comme ça qu'on s'arrête pas forcément devant le premier obstacle qui nous vient et la persévérance en effet c'est une belle leçon, ouais. Et à ce moment-là de ta vie, tu t'es pas senti quand même un petit peu même en difficulté, donc liquidation judiciaire de ta boîte, donc pas accès au chômage, etc. Tu te reposes simplement sur l'immobilier. Tu t'es pas senti en danger des fois un petit peu ou d'être peut-être trop exposé sur l'immobilier, de se dire: «Tiens si» parce que soit tu n'avais plus de crédit, est-ce que tu as activé donc l'option, les options que tu peux utiliser dans certains cas en fonction des contrats qu'on a sur les prêts, avec des pauses de mensualité. Par contre, ces pauses, donc souvent, elles sont pas, indéfinies, bien sûr. On peut pas ça serait Exactement. trop 12 mois, j'avais eu, ouais. trop beau. Souvent, c'est limité. Ouais, c'est ça. C'est et puis en fonction de la situation, mais contractuellement, peut-être, on peut pas dépasser souvent 2 ans du prêt, etc. Oui, tu t'es pas senti en difficulté de se dire tiens, si le locataire paye pas, je fais comment là maintenant? Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça a été un peu, tu sais, quand j'ai eu la chute de cette entreprise, en gros, je suis passé peut-être je prenais 5 000 € de salaire, je m'étais retrouvé un peu du jour au lendemain. J'avais jamais trop eu d'argent de ma vie, je me retrouvais avec 5 000 € de salaire, ce qui était vraiment énorme que je me prenais, enfin énorme pour moi à l'époque, c'était voilà. Mais je dépensais énormément et du coup, je gagnais 5 000, mais en fait, je dépensais 5 ou 6, tu vois, plus Mmh mh. que voilà, j'ai plus tendance à presque plus dépenser que ce que je gagnais. Et en fait, là, ça a été une remise en question pendant, je dirais, les 3-4 premières semaines suivant ça, en me disant, qu'est-ce que tu as fait de mal, en fait, quelque part, parce que j'avais fait des choses mal. C'est-à-dire que finalement, j'ai fait quand même beaucoup d'argent en peu de temps. Et au final, il me reste rien, quelque part, à part des biens immobiliers, mais où je suis obligé presque de tricher. Mmh. Enfin, tricher, c'est totalement autorisé, c'est dans le contrat, mais tu vois, presque de tricher par rapport à ce qu'on devrait faire normalement pour pouvoir, entre guillemets, survivre. M'en sortir, ouais. Ouais, Et ouais. voilà. Et là, il y a eu vraiment un switch complet dans ma tête.
où j'ai vendu, j'avais un gros 4x4, je l'ai vendu, j'ai acheté une Clio pourrie sur le Bon Coin. D'ailleurs, sur les premières vidéos de ma chaîne YouTube, on voit, je suis dans cette Clio encore, parce que je l'ai vraiment gardée tard, tu vois. J'ai vraiment dit, on refait pas les erreurs du passé, donc si on doit s'acheter des belles choses, on se les achètera quand il y a vraiment des actifs en place, en face. J'ai lu Robert Kiyosaki aussi entre deux, quand même. Ça m'a beaucoup inspiré et ça a beaucoup fait changer ma manière de penser. Et en fait, je me suis pas vraiment senti en danger. Par contre, c'est sûr que c'était la politique du dos au mur. J'ai pas le choix que de réussir. En plus, j'avais quand même 2 enfants à ce moment-là, donc tu vois, petite famille qui compte sur toi. Ma femme, elle travaillait, mais elle gagnait pas, tu vois, des milliers des cents. C'était un job normal de quelqu'un de tout à fait normal. Et du coup, bah, j'ai vraiment tout redimensionné. Crédit, parce qu'on avait une maison, c'est-à-dire que même une fois que je suis arrivé au bout des 12 mois en fait de report, j'ai redimensionné les crédits, tout ce que je pouvais redimensionner, racheter, rallonger, je l'ai fait. Enfin, Mmh. pour vraiment dire en fait, genre je me dégage le maximum de cash que je puisse chaque mois. Et en fait, quelque part, quand t'es dos au mur, enfin, je pense quand il t'arrive un gros accident dans la vie, t'as deux choix en fait. C'est soit tu te laisses tomber, et si je m'étais laissé tomber, je pense que je serais parti très bas et j'aurais eu beaucoup de mal à me relever. Ou soit en fait d'entrée de jeu, tu dis je tape dedans, je fonce et en fait on verra ce qui se passe. Et effectivement, il y a quelques années de passé maintenant, je peux me permettre de le dire, et on est sur un podcast un peu entre nous. Tu vois, vis-à-vis de la banque, j'ai pas forcément tout dit. Tu vois, les stop prêts, je suis pas forcément rentré dans le détail de tous les stop prêts, de ce qui était stoppé, etc. Voilà, je vais pas donner parce que j'ai pas envie de donner de mauvaises idées aux gens parce qu'il y a toujours du gros risque à faire ce genre de choses. Mais j'étais vraiment en politique, un peu de terre brûlée. J'ai brûlé la maison et Mmh maintenant mh. Mmh mh. on Mmh. fonce, quoi. Ouais, donc à cette époque-là, ouais, il y avait qu'une seule solution, c'est s'en sortir et quitte à jouer un petit peu avec les règles du jeu et d'être, ouais, ouais. OK, super intéressant et donc de là, tu rebondis sur ce nouveau bien, donc 46 000 € ce studio. Mmh. heu, Au bout d'un beau parcours et j'insiste encore une fois là-dessus, comme quoi c'est vrai qu'une fois qu'on a vraiment une idée en tête et qu'on a envie, quelqu'un trouve un bien et cetera, de pas s'arrêter encore une fois au premier refus et tu le montres, une fois de plus qu'il y a toujours une solution, in fine et au bout de donc tu m'as dit, je sais plus, 17 établissements, tu Ouais, as je pense que c'était ça. Je dis toujours le chiffre de 17. Je suis pas sûr à 400%. C'est peut-être 15 ou peut-être 19, mais j'en ai vraiment ah fait ouais. beaucoup, 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 beaucoup. J'avais même dépassé les délais, tu sais, normalement qu'on a pour l'obtention de prêt. Et en fait, tant que le notaire m'harcelait pas, je m'acharnais. Et j'ai eu vraiment une petite dame, si je sais pas, peut-être elle écoute, tu vois. Enfin, une petite dame. En plus, ça fait âgé quand je dis ça. Non, elle était assez jeune en plus, mais une petite nana, vraiment derrière son bureau, qui me dit ouais, mais vraiment, tu sais, comme si c'était genre normal, alors que je m'étais mangé des refus, j'avais l'impression d'être un clochard pas possible, et que là, ouais, c'est super votre projet, Nickel. j'adore. Génial, Là, tu merci. avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais 30 au moment du premier bien en OK, location ouais, courte donc durée. ouais, J'avais 8 ans 30 ans, ouais. après, on va dire ton 1er, Mm. ta première opération sur cette maison donc parce que bon là, on le raconte, comme ça, c'est vrai, en bout de 20 minutes, on a l'impression que c'est facile, c'est simple et que c'est fluide mais ça prend quand même du temps. Encore une fois, l'immobilier, c'est vrai, Mm. c'est magique, on peut faire des choses extraordinaires, mais c'est comme pour tout, ça demande de l'engagement, ça demande du travail aussi et un Tout à fait. apprentissage très, très important pour pouvoir avancer, enchaîner, ouais. Mmh. Et donc sur la courte durée, donc parce que ça, c'est un sujet aussi qui m'est cher. Je pratique également et c'est ce qui m'a permis notamment également, de switcher un petit peu sur mon ancien taf. Alors moi, je me suis pas retrouvé dos au mur, de la même façon. Ça s'est fait de façon beaucoup plus souple, mais tu peux nous parler un petit peu donc de ces chiffres, comment tu fais, pourquoi et ce qu'il en est aussi aujourd'hui dans ce contexte que ça va être intéressant de voir. Donc ce premier bien, ce premier studio, 46 000 € et donc tu te décides, de l'exploiter. Donc avec Airbnb, c'était, il y a tu dis il y a 6 ans? Il y a 6 ans. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 6 ans, personne parle de tout ça sur internet, tu vois? Il y a pas du tout, cette culture qu'on peut avoir aujourd'hui, et l'accès à l'information, c'est ce qui est génial, en fait. C'est Robert Kiyosaki d'ailleurs qui dit qu'on est à l'ère de l'information, et que c'est ça qui a la plus grande valeur. Il a je pense vraiment tout à fait raison. Il y a pas cette information, donc du coup, je suis pas sûr, tu vois, que ça va marcher. Je me souviens, je faisais des prévisions en me disant: «Non mais attends, regarde, il suffit de vendre 10 nuits et en fait, tu vas déjà largement repayer le crédit.
Donc c'est une bonne idée, c'est un bon investissement. D'ailleurs, je l'ai vraiment présenté comme ça en fait au niveau des banques, quoi, en leur expliquant plus un projet entrepreneurial Mmh. qu'autre chose. Donc j'achète 46 500, un peu de frais de notaire, un peu de travaux. Alors pareil, je fais des travaux un petit peu à la minimum à l'époque. J'ai réussi en fait à meubler frais de notaire, etc., pour un crédit de 58 000 euros, si je dis D'accord, pas de ouais, ouais. bêtises, sur 57 000, 58 000 euros, j'ai plus exactement le chiffre à l'euro près en tête. Mais voilà, donc j'en ai fait un peu moi-même, j'ai fait la salle de bain en partie avec un ami, enfin, j'ai mis un peu la main à la pâte, je savais que j'étais limité en termes de budget max, il fallait que les choses elles se passent. Et aussi, je voulais limiter la casse parce que en fait, même si tu as posé tous les chiffres sur le Mmh. papier, et je pense que beaucoup de gens, et peut-être toi aussi, tu as cette idée-là, en fait, tant que tu as posé les chiffres sur le papier, mais quand c'est le premier, tu as beau avoir tous les curseurs qui sont ouverts, il y a toujours un petit truc dans ta tête, tant que tu n'as pas touché la première nuit et que tu n'as pas vu que ça marche vraiment, tu as toujours ce petit doute en te disant est-ce que j'ai pas fait une connerie ou est-ce que voilà, est-ce que c'était réellement la peine d'engager Ouais, ça, ouais, tout quoi. à fait, ouais. Je vois en Et ce moment même, dans mon entourage, les personnes qui mettent le doigt, dans l'engrenage, qui mettent le pied à l'étrier et tu vois ça, toi, tu vois les chiffres de sur le côté et cetera: «Ah, pas de problème, les yeux fermés, fonce, tu facile» et eux, tant que comme tu le dis, tant que tu pas ce premier loyer, mais ce qui est logique, quoi, ce qui est c'est ce qui vient récompenser en quelque sorte, donc là, sur un budget à 60 000 € et donc tu arrives, à exploiter ça, grosso modo, en termes de location, de loyer derrière, Alors, bah, en fait, comme en plus à l'époque il y avait vraiment très peu de Airbnb, assez grosse explosion. Je crois que le premier mois de location, genre je le mets, je me mange un 3 semaines pour 1 400 €, un truc comme ça tout de suite, avec enchaînement derrière. Et c'est un bien qui rapidement se met à faire 2 000 € par mois de et loyer, ouais. avec des 30 jours remplis, enfin la folie comme il faut. Génial. Et là, je suis même sur le cul parce que je m'attendais pas en fait à remplir autant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des prévisions à 10, 12 jours, 15 jours. J'avais des moyennes que j'avais été chercher de... ça d'ailleurs, vous pouvez le faire, ça rassure, je trouve, pas mal le cerveau, de voir un petit peu les offices de tourisme, s'ils ont des Mmh mh. moyennes de nuit qui sont vendues. Donc, je voyais que les gens avaient des moyennes de 15 jours. Et j'avais fait un beau bien, mais j'avais pas fait un truc exceptionnel du tout. C'est-à-dire que j'avais quand même tout fait un petit peu. J'avais pas repeint le salon, il était tout en blanc, je l'avais laissé en blanc. J'avais juste mis un lit, un canapé, mais pareil, pas dans la top qualité. J'avais fait une cuisine, mais pas une cuisine de folie. Enfin, c'était tout à fait vraiment un investissement pour dire je Bah, ouais, teste ouais, ouais. ça et ça a l'air génial, mais j'y crois pas complètement non Ah ouais, plus, quoi. super et donc ouais, super belle surprise en effet, parce que 2 000 €, waouh, sur, 60 000 €, allez, on va lisser les Mm, chiffres, ça fait, allez, 2000, ça fait 24 000 €, 24 000 € à l'année, donc on est mm. grosso modo, ouais, sur une renta, de ouf à, allez 30 quelque chose, C'est ça, ouais. grosso modo, quelque chose à 30 c'est vraiment, C'est ça. Bon, après, pour ramener le truc, quand même, une renta à 30% sur de la location courte durée, il y a quand même beaucoup plus de frais. Tu payes l'internet, tu payes, mais c'est cool. C'est franchement super bien. Ravi. Je veux dire, tout de suite, je me retrouve à me dire, attends, c'est cool, je fais ça. Je refais un deuxième, et puis à la limite, si je tarde à trouver un boulot, enfin, à trouver un boulot, à trouver d'autres objectifs ou à me faire financer ou à monter une nouvelle entreprise ou à faire un nouveau truc, pas grave en fait. J'ai ma sécurité, elle est là en mmh fait. mh, mmh mh, mmh exactement, exactement, ouais. Mes crédits peuvent se remettre en Ouais, route, ouais, quoi. exactement, ouais, parce que ouais, comme tu le dis, il y a les autres frais et cetera. Là, on parlait de 30. Bon allez, si c'est sur toute l'année à 2 000 € et cetera. Maintenant, même si on avec les charges et cetera, on diminue, allez, disons à 20, ça reste quand même un investissement qui est Mm. grosso modo 2 fois plus rentable de ce que tu avais fait auparavant, sur les maisons, et cetera quoi, grosso modo. En cash, pour parler vraiment transparent, je crois qu'en cash, ça me laissait un truc comme 700 Et ouais, euros ouais, par ouais. mois. Donc c'est quand même très propre pour 60 000 € investis, qui sont pas à toi en plus, que la banque t'a prêté 100%, enfin 110%, enfin en tout cas toute la somme, quoi. Effectivement, ça me Bien sûr, semblait dingue. bien sûr. Donc de là, C'est tu t'es dit: «Tiens, allez, je vais renouveler l'expérience». Un deuxième de suite forcément. un deuxième de suite, vraiment de suite. Et je retourne voir la même banquière. Et là, elle me dit, ça va être compliqué quand même. Et en fait, elle regarde les comptes bancaires et elle voit, en fait, j'avais eu 2 mois d'exploitation au moment où j'ai été chercher le prêt. Et en fait, elle voit ce que j'ai rentré et elle hallucine vraiment. Elle me dit, ouais, c'est dingue et tout. Elle me dit, bon, écoutez, normalement, je devrais pas le faire, mais vous êtes dans mon niveau de délégation. Je peux passer un deuxième. Je vais vous le passer. Et elle me le fait.
Et elle me dit par contre après derrière le troisième, faut que ça passe par mon directeur. Je sais pas parce qu'elle me sent tout de suite chaud. Elle se dit lui, il vient venir me revoir dans 3 semaines. Et du coup, donc elle me passe le deuxième. Donc je me dis bon bah génial, même si elle me donne pas forcément des bonnes Mhm. nouvelles tout de suite elle me met tout de suite dans le bain pour la suite. En tout cas génial, je peux faire le deuxième. Donc je fais le deuxième, je fais plus grand, plus beau, je fais un T2. Plus beau, plus de finition, plus de choses. Enfin, d'ailleurs, tout fait Mhm. avec les artisans. Ce coup-ci, j'emprunte 85 000 euros. Ok, d'accord, ouais. Ou 80 000 ou 85 000. À 3-4 000 euros près, je suis pas sûr. Mais voilà, j'emprunte ça et boum, on réitère. Et bah, génial parce que très vite en location, tout va bien. En plus, un coup de chance énorme. Enfin, un coup de chance ou provoqué. En fait, j'achète le bien et pendant le temps de compromis, il y a un gros dégât des eaux, mais un énorme dégât des eaux dans l'appartement. Et j'ai réussi à faire financer 12 000 euros des travaux par les Et ouais. assurances. Voilà, ça c'était. Bah, la vie, des fois, tu sais, t'offre des trucs où. Voilà. Après, moi, j'ai su aussi dire, bah ouais, assurance, qu'est-ce qu'on fait? Et dire, bah, remettez-moi, parce que le propriétaire aurait pu faire des Mhm. choses comme il en avait Bien l'envie. sûr, bien sûr. Et en fait, non, non, je suis l'acheteur, remettez-moi ça dans les mains. Et du coup, c'est moi qui ai drivé l'assurance derrière. Ouais, ouais, qu'à piloter derrière. Ouais, ouais. Super. Et donc là, bon, à la limite, c'est une bonne nouvelle. Erreur de la banque en votre faveur, on pourrait dire. Mais est-ce que à l'inverse, tu as eu des expériences un peu plus négatives peut-être, ou des dégradations, des défaites qui se font, etc. Et si oui, comment tu as réagi face à ça, et quelle parade tu as su trouver pour faire face? Alors, deux premiers biens, franchement, ça se passe trop bien. Airbnb, des gens adorables. Booking, pareil. Enfin, tu sais, je commence à mettre sur plusieurs sites, à optimiser tout ça pour monter mes prix. Moi, je suis sur un petit nuage. Tout est génial. Et là, en fait, je trouve le troisième bien. Et le troisième bien, je le trouve, mais alors, je fais négo, mais j'ai jamais, enfin, d'ailleurs, ça m'a même freiné un petit peu derrière parce que j'ai fait tellement une bonne négo, en fait, sur ce bien que je voulais plus trouver que des trucs aussi pas chers, quoi. Et faites gaffe, des fois, quand vous faites des négos trop basse et que qu'elle passe, dites-vous que c'est cool, mais que tout peut pas être acheté comme ça. Il y a des anomalies de marché, mais on n'en trouve pas toutes les semaines. Et donc j'achète un appartement vraiment donc de 60 et quelques mètres carrés pour un prix de 45 000 euros, mais franchement ça valait 90 tous les jours. C'était Mhm. Mhm. tout qui était réuni, des gens qui étaient pas là, qui étaient très âgés, le bien pas habité depuis 15 ans, enfin tout réuni pour que ça matche. Et si tu veux, jusque-là, tout se passe bien. Génial. Ouais. Je fais démarrer, enfin, je prends l'artisan qui m'avait fait l'appartement d'avant, je le fais démarrer, etc. Pas de problème. Je fais faire l'électricité, le truc, la cuisine, génial. Et là, en fait, je fais une erreur, mais une véritable erreur, c'est-à-dire que je suis en pleine confiance avec cet artisan. Et en milieu de chantier, il me dit, et on sympathise beaucoup. En plus, je suis un peu comme toi, tu vois, toujours assez, tu vois, empathique avec les gens, cool, tu vois, ça passe quoi. Et donc, je deviens assez ami avec cette personne. Et en fait, en milieu de chantier, il me dit, écoute, j'ai vraiment une grosse galère. Est-ce que tu peux m'avancer en fait une partie du chantier? Donc j'ai dit ouais, bah pas de problème. Mhm. Si tu veux, je te le fais. Par contre, vraiment, je compte sur toi, boucher quadruple, parce que en plus j'avais négocié un report de prêt, mais qui était assez court, qui était que de 3 mois. Ils n'avaient pas voulu m'accorder plus. Et ouais, ouais, Oui, ouais. d'ailleurs, gros problème pour faire financer ce bien. Je suis pas rentré dans le détail. On va pas trop parler banque, mais obligé d'aller refaire je ne sais combien de banques parce que ma banquière m'a réellement pas suivi. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais il faut rien lâcher parce que même quand ton banquier te dit non, bah la preuve, tu peux te faire financer ailleurs. Et donc l'artisan en fait, bah lui, ce qu'il me fait, c'est qu'il me met un mois dans les dents derrière. C'est-à-dire que il prend mon chèque, il me dit oui, oui, pas de Mhm. problème. Et en fait, il se casse faire autre chose. Aïe. Et là, tu dis, bah déjà d'une confiance, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai toujours en les gens, j'aime bien croire en les gens, tu vois. Donc, tu lui dis ouvertement, droit dans les yeux, pas de problème, lui s'en va. Et surtout à ce moment-là, j'ai pas compris pour combien de temps il s'en va, tu vois. C'est-à-dire que il me répond plus. Et Mhm. là, vraiment, coup de pression intérieure énorme. Alors, vraiment, une leçon pour les gens qui nous écoutent. Jamais, jamais, et aujourd'hui, je le fais, et jamais de ma vie, je redonnerai, d'avance, en fait, trop importante à un artisan. Si on vous demande 50% au départ, les donnez pas, donnez moins, donnez 20%, donnez 30%, pas plus. S'il y a vraiment pas de matériaux à acheter, de choses pour démarrer, c'est que de la démolition, on peut même négocier moins. Moi, je fais vraiment très attention. En fait, je me dis toujours,
est-ce qu'avec ce qui reste sur mon enveloppe travaux, si demain le gaz barre, est-ce que je peux finir mon chantier avec quelqu'un d'autre? Ouais, ouais, ouais. Oui, non. Si la réponse est non, c'est que en fait j'ai donné trop et qu'il faut absolument réagir d'une autre manière. Et donc j'ai ce problème qui se passe, mais heureusement ce n'est pas quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui a eu un Mhm. incident financier, qui s'est retrouvé à prendre une partie de mon chantier et à se dire ça suffira pas et à aller faire autre chose pour survivre. Moi, je lui en veux pas, et d'ailleurs j'ai même rebossé avec lui un peu. Bon, j'ai mis du temps quand même après ce chantier, mais j'ai rebossé même avec lui un peu parce que les choses sont passées. Enfin, quelque part, j'ai compris, tu vois. Enfin voilà. Ouais, ouais, une fois que tu avais compris, ouais, bien sûr, son parcours, mais sur le moment, t'es là, t'as perdu, entre guillemets, effectivement, déjà une partie du budget qui était destiné à être alloué sur les travaux, et tu te dis, tiens, je fais comment pour finir le chantier, quoi, sur tout C'est ça, ça. j'imagine. Alors, moi, je pensais pas qu'il allait s'en aller définitivement. J'étais vraiment dans l'état d'esprit quand est-ce qu'il revient. Donc, en fait, je me pose pas Mhm. forcément la question de comment je finis le chantier, mais quand est-ce qu'il revient? Parce que s'il revient vraiment trop tard, ça peut commencer à être problématique. Parce que là, à ce moment-là, j'ai plus mon report de prêt. Tu sais, enfin, pas mon report, je veux dire, mes stop crédits que j'avais mis en route sont terminés. Donc, je Ouais, ouais, compte ouais. vraiment, j'ai les deux appartements qui me payent du salaire. Bon, dans l'autre fait, j'ai monté une société, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'ai monté une société, mais je prends pas encore de salaire dessus. Je suis vraiment en mode, c'est la location courte durée qui me fait vivre et le tout petit Mhm. cash flow. Donc, il faut pas que ce crédit qui représente à peu près 400 euros, mais s'il se met en route, c'est vraiment très compliqué pour moi, forcément. Et donc, il s'est quand même mis en route. Mais Mhm. je l'ai payé que un mois et j'ai négocié avec la banque. Et la banque, en fait, m'a reporté à nouveau, même si normalement, d'ailleurs, quand ils vous disent que c'est pas possible, que quelque chose n'est pas possible, dites-vous que tout est toujours possible, en fait. Et en fait, si vous avez un report de prêt qui est mis de, je sais pas, de 3 mois, de 12 mois, bah, en fait, n'hésitez pas, si vous voyez que votre chantier va trop durer, bah, allez négocier avec eux, ils peuvent toujours vous le reporter, même s'ils ont été très fermes au moment de négocier. Ils sont pas là en fait pour vous enterrer plus bactère, ils sont là pour que les choses se passent bien pour vous. Donc, si vous négociez, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils vous disent ok, allez, on remet 3 mois de plus ou on remet 6 mois de plus. Donc, on a remis un peu plus. Exactement, ouais. Mhm. L'artisan est venu finir le chantier et ouf. Mais tu vois, première galère vraiment qui m'a mis le vrai stress de l'IMO, elle était un peu là. Et avec quand même ma maison où j'avais dû attaquer les gens, mais il y a vraiment longtemps avant, et dont on a parlé au début. Et donc deuxième chose, je mets en location ce bien et je fais Mhm. un truc un peu idiot, je sais pas pourquoi, mais parce que c'était un plus grand appartement, il était assez cher. Je me dis bah je vais le mettre un peu moins cher pour démarrer, pour prendre assez vite des commentaires. Et là en fait, première location que je prends, je me fais défoncer l'appartement. Mais quand je te dis Et ouais. défoncer, douche en verre explosée, du sang partout dans l'appartement, Mhm. traces de clopes écrasées sur la nouvelle cuisine. Enfin, le truc, le carnage, tu sais, le truc où, comment on pourrait dire, tu sais, Une scène de crime, vraiment le very bad trip, scène de quoi. crime. Et je pense le truc M6 ou TF1 pour enquête exclusive ou je sais pas quoi, ou enfin les trucs tu sais où ils veulent vendre du programme télé, je pense que là-dessus ils auraient pu te faire un truc tu vois vraiment très drame pas possible, loué en Airbnb, c'est le plus horrible de sa vie, on se fait défoncer les appartements, c'est vraiment la scène de crime parfaite pour ça quoi. Et du coup en plus des gens qui doivent arriver quelques heures plus tard, et en plus moi pas là, je suis parti en week-end. Et j'avais franchement un super prestataire qui s'occupait de mes appartements, qui a assuré, mais comme un dingue, coup d'éponge partout, il a nettoyé au mieux comme il pouvait, mais il a réussi à retirer des traces de sang, parce que ça c'était vraiment abusé. Nettoyer le verre de la douche, même si c'était pas nickel nickel, mais 99% était retiré, on en a retrouvé longtemps après, tu sais, derrière des meubles ou des trucs. Euh, Ah Acheter ouais. un rideau, tu sais, en urgence pour remettre un rideau de douche. Enfin bref, il a réussi à faire rentrer les locataires avec 1 heure de retard, mais d'après. Et du coup, génial en fait, génial parce que le truc est fait quoi. Et par contre, pour cette problématique, bah, j'ai fait intervenir l'assurance Airbnb. Donc c'est juste pour Mhm. rassurer que c'est sûr que ça me serait arrivé sur le premier bien, j'aurais vraiment été dégoûté, mais j'avais déjà accueilli vraiment beaucoup de gens et tout s'était toujours très bien passé. J'avais jamais eu besoin de prendre sur une caution, tout avait été vraiment très cool. Et ce que j'explique là, faut pas que ça fasse peur aux gens. C'est des choses qui peuvent arriver, mais
pas pire que... Bien sûr, au contraire, c'est bien d'être en transparence parce que ça fait partie aussi du game et donc ouais, ouais. Mais donc il y a des solutions. Donc tu t'es retourné sur l'assurance Airbnb C'est ça. et eux t'ont suivi sans souci. Ils Alors ont. ouais, en fait, il y a eu juste une problématique, c'est que la personne devait connaître la faille, c'est-à-dire qu'il a désactivé son compte Airbnb de suite. Et du coup, Ouais. Airbnb pouvait plus le pomper en termes de RIB perso à lui. En fait, la carte bancaire qui est enregistrée dans Airbnb pouvait plus pomper dessus à partir du moment où tu désactives le compte. Donc, je pense qu'il connaissait le truc pour avoir fait ça Mhm, à ce mhm. point-là. Et du coup, bah, effectivement, il y a une garantie haute chez Airbnb qui peut couvrir jusqu'à plusieurs millions, je crois, ou au moins 1 million. Et Ouais, c'est 1 million, il voilà, me 1 million, semble. La garantie, elle s'arrête à 1 million. c'est Ouais, ouais, déjà ouais. Mm. conséquent. Et du coup, bah en fait, j'ai fait fonctionner ça. Alors, beaucoup d'allers-retours, c'est pas hyper facile. Bah, c'est logique aussi. Ils veulent voir où ils mettent leur argent. Et moi, je me suis dit, bah attends, ils vont me la mettre un petit peu, tu sais, côté assurance. Ils vont me mettre des vétustés, des trucs, des machins, alors que tout était neuf. Donc, j'ai vraiment tout gonflé à bloc. J'en ai mis pour 4 000 € de frais. Il y en avait plutôt pour 2 000. Et finalement, excellente surprise, je me fais rembourser 4 000. Me Et faire ouais, rembourser ouais, de ouais. l'intégralité de ce que je leur avais soumis, avec peut-être 4-5 jours d'aller-retour. Donc là, youpi, trop bien, génial, parce que je fais même finalement de la marge. C'était pas l'objectif, mais je fais de la marge. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, t'avais eu peur d'avoir vraiment quelque chose de dégressif et donc t'avais anticipé en ce sens et t'as eu une nouvelle fois une belle surprise. Ouais, ouais. OK, OK. Donc là, encore une fois, important d'être bien entouré. Donc là, toi, c'était ton prestataire qui t'a quand même fait le job comme ça à distance. Et puis derrière, après, bon, il y a les démarches administratives, etc., qui se mettent en route. Mais il y a toujours des solutions à pallier. Alors, c'est vraiment pas le but. Il faut faire attention. Et j'imagine qu'il y a peut-être des secteurs de location qui sont peut-être plus à éviter que d'autres. Je sais pas, pour faire la fête, je sais, enfin, sur la région parisienne ou autre. Enfin, même sans a priori, j'en sais rien. Et après, il y a peut-être des techniques aussi pour se prémunir de ça. Peut-être, je sais que moi, par exemple, ça m'arrive de temps à autre, quand je veux vraiment pas être embêté, par exemple, le week-end, je mets minimum 2 nuits, le vendredi ou le samedi soir, parce que souvent, les jeunes font plus la fête le vendredi, le samedi, etc. Et je sais que, par exemple, là, pour le premier de l'an, le jour du réveillon, j'avais bloqué, j'avais lancé minimum 2 nuits de réservation. Parce que là, je me suis dit, tiens, la personne qui va réserver 2, 3, 4 nuits, ça va être plus une famille de passage, etc. Et je serais pas embêté, plutôt qu'une seule nuit one shot le 31 décembre, où là, on prend peut-être un peu plus, on s'expose peut-être plus à avoir des réservations un peu plus festives et avoir quelques désagréments. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, nous, ce qu'on constate, c'est grands appartements. En général, c'est là où il y a le plus, forcément. C'est-à-dire que plus l'appartement est grand. Sur des studios des T2, il y a quand même moins la problématique qui se pose, même si ça peut arriver, mais ça se pose moins. Et effectivement, le truc le plus radical, en fait, c'est le 2 nuits pour le week-end. Moi, j'avais jamais eu de soucis spécialement de fêtes, de choses, à part, bon, tu vois, cette anecdote-là que j'ai racontée, bon, qui est pas cool, et voilà, mais qui fait partie un peu du business. Et finalement, le temps que ça m'a pris par rapport à finalement les 2 000 € que j'ai pris, tu vois, mon temps a été largement euh, Mhm, récompensé. Mais en fait, là, on constate, c'est avec Covid, tu sais, on parlait un petit peu au début, avec l'effet Covid, on a un petit peu plus de réservations proches. Et c'est vrai que moi, sur les grands appartements, là, ils sont tous en 2 nuits mini le week-end, parce que justement, on a eu un petit peu plus de problèmes de fêtes et de soirées qu'on n'avait pas auparavant, qu'on a eu un petit peu plus là avec le Covid. Peut-être, je pense, les appartements, comme il y a moins de touristes étrangers, sont bookés un petit peu plus à la dernière minute. Même si on continue à vraiment très bien remplir, on est plus facilement booké par des gens qui du coup sont proches, qui d'habitude réservaient un peu à la dernière minute, mais bah, mhm. mes appartements, ils n'étaient jamais dispo pour eux à cette époque, et aujourd'hui ils le sont. Et du coup, bah, plus tendance à avoir ça. Donc moi, c'est vrai que tranquillité d'esprit, surtout en fait, je l'ai pas fait sur les appartements que j'ai en immeuble. Par contre, c'est sur Mhm. les appartements en copro, en fait, où j'ai mis des 2 nuits mini, pour éviter tout incident avec les copros, parce que c'est galère, parce que c'est pas l'objectif, parce que ça, autant que je délègue beaucoup de choses, autant que l'incident copro, c'est quand même plus compliqué. Il y a 9 chances sur 10 que moi je les prenne en ligne. Et aujourd'hui, je suis partisan d'avoir un esprit assez serein, Assez et tranquille, ouais, ouais, pas bien me sûr, prendre ouais. la tête. Et les choses, il faut qu'elles soient simples et qu'elles coulent, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, mais c'est un phénomène que je vois également chez moi et je pense que c'est aussi cumulé avec le fait que, plusieurs établissements, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit sont aussi fermés et tout ça cumulé font que, en effet, déjà, il y a peut-être un peu moins de visibilité, on est peut-être plus soumis à de la réservation dernière minute et en plus, voilà, ouais, tout ça fait que, on peut s'exposer. Mais il y a encore une fois des techniques et des parades, il y a toujours une solution, on en revient, à ce qu'on fait tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur une période justement où tu l'évoques, tu as peut-être moins de ressortissants étrangers, moins de réservations comme ça touristiques, on va dire, avec encore une fois l'ensemble de ces lieux qui sont fermés, tu arrives quand même à avoir un taux de remplissage intéressant, etc. Je sais que pour ma part, personnellement, j'ai cette chance. Mmh. On pourra en discuter sur différents leviers mais toi, comment ça se passe et quelles sont deux, trois petites Ouais, bah, on est, enfin, et pourquoi et quelles techniques que tu pourrais donner pour que ça fonctionne dans cette période un petit peu de couvre-feu, de confinement, mmh. etc., etc. Alors, en fait, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai toujours prôné un peu, tu sais, l'idéal, c'était de trouver des secteurs où tu avais à la fois des pros, et j'adore les pros parce que ça loue toute l'année, les pros, et où tu avais aussi éventuellement des touristes. Mais vraiment, les professionnels, en fait, pour moi, c'était un peu la base, en fait, de ce qu'il fallait avoir Ouais, en ah ouais. typologie de clients, ou même quand je dis professionnel, ça peut être, tu vois, des gros CHU, des choses comme ça, c'est pareil, c'est vraiment très puissant parce qu'en fait, tu as aussi les gens qui viennent voir les gens malades, etc. Enfin Mhm. bref, en gros, avoir des centres d'intérêt qui soient autres que mer montagne. Même si ça marche très bien, je dis pas du tout le contraire, mais en fait, ta saison, elle est sur quelque chose de plus court et voilà. Alors, j'avais pour moi dans ma tête, jusqu'à il y a quelques mois, parce que tu sais, on n'a pas les retours, nous, même si on a beaucoup de clients dans nos programmes, on n'a pas les retours immédiats de ce qui s'est passé pour eux. Et en fait, Ouais, je te coupe. ouais, Je fais juste un petit point pour que les auditeurs comprennent bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Loïc, Loïc a un programme de formation immobilière en ligne qu'il a développé, notamment avec ta chaîne YouTube, mm, qui marche très très bien. Donc tu le disais tout à l'heure, quand tu t'es lancé dans le Airbnb, tu as dû lancer peut-être ton accompagnement, ta formation, etc. Tu étais un des pionniers hein, sur le secteur. Tu disais, bon, allez, en 2000, j'ai plus la date, mais disons 2012, etc., il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être Élise Franck qui avait sorti son livre aussi, mm, etc. Mais c'est peut-être la seule personne ou une des rares personnes. Et donc, tu es un pionnier et donc tu as mis un programme, tu as un grand programme de formation, d'accompagnement. Voilà, donc c'est assez important c'est ça. de le Et préciser pour ceux qui seraient amenés à te découvrir. la plupart de nos clients, en fait, font de la location courte durée parce que pour Mhm. démarrer, pour moi, c'est vraiment la stratégie qui est la plus rentable et c'est là où on va faire le plus de cash au mètre carré, en fait. Donc, quelque part, autant l'utiliser et de manière automatisée. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est d'apprendre aux gens, en fait, à être le moins dépendant possible, en fait, enfin, que les appartements soient les moins dépendants possible de leurs actions à eux, que ce soit un maximum, en fait, délégué automatisé avec des outils, etc. Et en fait, donc, on a un peu plus de 2500 clients qui aujourd'hui dans nos programmes. Donc, on a quand même une vision Top. du marché français et étranger, parce qu'on a aussi des clients qui sont à l'étranger, qui ont des biens en Espagne, Canada et autres. Mais en tout cas, on a une vision du marché qui est plutôt bonne. Et effectivement, comme je disais, j'ai un petit peu de recul. Enfin, des fois, on a un peu de retard. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui se passe en août, je ne le sais pas en temps réel, en août, partout, tu vois. Mais on va avoir les remontées, tu vois, en septembre, par exemple, de ce qui s'est passé pour chacun. Et finalement, même les personnes qui étaient en mode touriste, il y a un certain pleur qui peut exister sur les derniers mois de l'année 2020 ou sur le début Mhm. 2021 avec les confinements multiples, etc. Mais par exemple, l'été de cet été, pour la plupart, a été le plus bel été qu'ils ont jamais fait, pour beaucoup en tout cas. Alors il y a peut-être des gens qui nous écoutent dont ça n'a pas été le cas, j'en suis désolé pour eux, mais si on doit faire une moyenne en fait générale, tout le monde a fait un excellent été et même avec pour beaucoup des records de vente qu'ils avaient jamais atteints parce que bah, les gens sont partis en France, même si c'était plus les étrangers qu'on avait, on avait des Français qui eux ne partaient pas à l'étranger. Moi le premier, je pars tout le temps à l'étranger. Cet été, je suis parti en France. Complètement, Voilà. ouais, ouais, ouais. Et Mais je rejoins ton analyse pleinement. Moi, je sais que personnellement, c'était également mon cas, alors que je suis sur une zone à Poitiers, enfin, qui n'a rien de spécialement très, très touristique, hormis le gros pôle du Futuroscope qui va drainer du monde. Mais c'était également mon cas pour cet été. Et c'est vrai que c'est, ouais,
Ça peut être particulier dans une période comme ça peut être contre-intuitif. Et c'est très important ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas forcément que simplement les zones touristiques, mer, montagne, etc., qui s'y prêtent très très bien. Il y a également les villes ou les villes moyennes où il y a certaines soit grosses entreprises, CHU, etc., où il y a, comme tu dis, de cibler des professionnels. Il y a une certaine récurrence à la location. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on va peut-être avoir à l'idée quand on pense location courte durée, Airbnb. On va plutôt penser peut-être plus facilement vacances, etc. Mais c'est pas du tout ça. Et en plus, en période Covid, peut-être l'intérêt que toi, tu as dû remarquer également, là où un gros apport de valeur sur toutes ces locations-là, notamment comparé aux chaînes hôtelières, c'est l'apport d'un logement complet avec notamment cet aspect cuisine, avec les restaurants, etc., qui sont fermés. Ça facilite le fait de se faire à manger. C'est tout con, hein, mais un appartement où il y a une cuisine, on peut se faire à manger, ben Tout à fait. ça draine du monde, etc. Et je sais que j'ai eu des demandes en ce sens, quoi. Vous avez bien une cuisine, etc., Et il y a etc. beaucoup de gens en fait qui se sont mis à consommer de l'appartement quand consommaient pas en fait auparavant, des professionnels etc qui avaient tendance parce que de toute façon ils allaient manger au restaurant, c'était remboursé par la boîte et qui là du coup même s'ils se font livrer en fait à manger, ils savent que c'est beaucoup plus simple s'ils ont une cuisine sur place, ils vont avoir les assiettes sur place, ils vont avoir le lave-vaisselle pour relaver le truc, ils sont pas embêtés et moi le premier je bouge beaucoup et je Mhm. sais que je me vois pas en fait bouger sans cuisine quand les restos sont fermés, c'est impossible. Le reste du temps, c'est vrai que ça m'arrive régulièrement. J'aime bien les beaux hôtels, tu vois, c'est un autre charme aussi que l'appartement, c'est cool. Mais là, en ce moment, bah non, pas du tout envie de prendre un bel hôtel sans cuisine, quoi. C'est mettez-moi une cuisine dans l'appart, c'est essentiel. Effectivement, t'as raison. Ouais. Et là, en fait, Top. effectivement, moi, j'ai toujours prôné et doublement en ce moment. C'est sûr que c'est ce qu'il faut avoir en parc. C'est des logements qui fonctionnent comme ça. Mais aussi pour aller plus loin, nous on le voit, on a beaucoup de gens qui sont dans des villes même de 10 000, 20 000, 30 000 habitants. Et pareil, Airbnb fonctionne. Par exemple, je pense à un de nos clients qui cartonne de folie dans une toute petite ville qui a 10 000 habitants, mais il y a un EHPAD à côté. Et en fait, il en est à Mhm. son septième lot. Je dis, bah, à un moment, il va saturer sa ville. Bah, il en est au septième lot et il loue, il est toujours plein. Et au final, c'est l'EHPAD. Alors, deux types de clients. Soit les gens qui viennent voir les personnes âgées qui sont un peu loin et qui vont rester un petit moment parce que malheureusement les gens vont moins bien, parce que X, parce que Y. Des gens sur la plus courte durée qui viennent tout simplement voir pour 2 jours. Et aussi bah, des personnes en fait qui sont embauchées ou qui nouvellement embauchées ou qui vont venir travailler quelques temps là ici, des travaux qui sont réalisés. En fait, on se rend pas compte, mais un établissement ou plusieurs établissements, ça draine en fait un nombre de gens assez dingue. Alors une grosse usine, là, j'en parle même pas, c'est Mhm. des Mhm. centaines de Les personnes. centrales nucléaires également, il y a énormément d'attractivité, que ce soit sur les centrales, Dunkerque, enfin dans notre coin, Chinon, Civaux, etc. Et c'est vraiment un gros pôle d'activité avec énormément de travaux, de missions de courte durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça draine énormément de volume également. C'est ça. Et en fait, du petit jusqu'au plus gros, en fait, il y a vraiment des choses qui sont, voilà, il faut aller le vérifier en amont, évidemment. Il faut pas se dire, ah super, j'ai un EHPAD, je vais investir. Mais franchement, aujourd'hui, c'est même, on voit des rentabilités énormes, des fois dans des villes comme ça, ouais, de 10 000 habitants, où c'est loué des prix monstrueux parce qu'il y a que ça, en fait, parce qu'il n'y a pas de concurrence Mhm. aujourd'hui du tout. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas forcément intuitif de prime abord, c'est pas ce à quoi on pourrait penser. Et donc, pour en revenir sur les chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, de faire un petit investissement comme ça qui puisse rapporter 10, 15, 20, 30% de rentabilité en fonction du montage, de l'opportunité. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui se Je te donne regarde. un exemple, un ami frontière suisse, je dirais pas où, comme ça c'est grand, tu vois, ça va éviter qu'on le. Frontière suisse, enfin en gros, il l'achète à 1 800, 2 000 du mètre carré, ce qui est pas ouf, parce que c'est un tout petit village frontière suisse. Bon, frontière suisse c'est un peu plus cher, donc il y a des villages de France où tu vas trouver à 1 000 ou même bien en dessous de 1 000, mais frontière suisse, il y a quand même un petit peu plus de potentiel. Euh, du T2, il loue ça 110, 120 euros la nuit, sans avoir mis de jacuzzi ni rien, et avec des réservations à 15 jours, 20 jours. Frontalier en fait, les gars viennent Mhm, prendre 4 mhm. 5 000 de salaire en Suisse, ils ont besoin absolument parce qu'ils sont embauchés du jour au lendemain, il faut qu'ils arrivent le plus vite possible, ils n'ont pas le temps de prendre un logement, bah il y a rien en fait, il y a que ça.
Et ouais, ouais, ouais. C'est on y va, on paye. Exactement. Excellent, excellent. Et donc, pour en revenir, donc, après on pourra peut-être évoquer ton programme de formation, parce que là on l'a abordé juste comme ça. Mais pour en revenir sur ton parcours donc d'investisseur, donc, personnel, donc de l'achat-revente, de la location classique, on voit le processus. Après donc, cette période avec ta boîte, un petit peu retrouvée, dos au mur où là tu te lances avec, ce nouvel investissement de plus petite taille et cetera, où tu lances, donc la courte durée. Et aujourd'hui, sur l'immobilier, tu es sur d'autres investissements? Tu Alors en fait, j'ai de l'allocation courte durée aujourd'hui en parc, j'ai qui sont réellement 100 à moi. J'ai 8 lots qui sont, tu vois, en courte durée, à 100 et en nom propre ou en société? alors, 3 en nom propre, 5 en société sur, D'accord. location courte durée. Il y en a un sixième là qui arrive parce que, en fait, je dis 5, il y en a 6 d'achetés, mais voilà, 5, enfin 8 d'achetés, mais 9 voilà, en réalité. Et sinon, après, en fait, j'ai des investissements qui sont en association, type SCI, et sur lesquels je fais de la location à l'année, mais D'accord. en fait, des choix qui sont des choix de secteur, en fait, qui sont plus sur du placement patrimonial long terme, enfin moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a quand même Mmh. des vraies possibilités de revente, mais c'est des endroits qui, en fait, pour moi, en fait, j'ai misé sur ces endroits en France pour une montée en fait en gamme. Et voilà, aujourd'hui j'ai un parc qui fait 26 lots en tout, 26 lots IMO quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Tu as déjà investi sur Poitiers? Poitiers, non, j'ai rien à Poitiers. Il y a un gros potentiel à Ouais, Poitiers, faudra qu'on en effectivement. discute alors. Ouais, des choses possibles à faire, effectivement. Tout à Ouais, fait. cool. Et donc ça sur l'immobilier, bon, bah, ça fait quand même un beau parcours. As-tu d'autres classes d'actifs, d'autres investissements, sur lesquels tu te portes? Alors, moi, j'ai une manière de penser où je suis assez, enfin, je diversifie pour la «sécurité» entre guillemets, mais je suis assez, mono business en fait. C'est-à-dire que, bon, j'ai plusieurs choses aujourd'hui. J'ai monté des magasins de cigarettes électroniques, OK, heu, au moment où c'était un produit qui montait assez fortement en puissance. Donc ça, j'en ai 6 à ouais. aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai actif qui rapporte chaque mois et c'est cool, qui est vraiment mis à, je vais dire, 90-95%, même 99% en automatique aujourd'hui. J'ai vraiment surtout un regard en fait là-dessus. J'y ai bossé, hein, j'ai vraiment monté le premier où je l'ai tenu pendant à peu près 6-7 mois. Et puis au fur et à mesure, je me suis retiré. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, je monte quelque chose. Et en fait, c'est ma question après, c'est comment j'en sors en fait. C'est-à-dire que Ouais, je ouais, vais ouais. vraiment mouiller beaucoup la chemise. Et après, comment j'en sors pour pouvoir me consacrer à quelque chose d'un peu différent. Et donc j'ai ces magasins de cigarettes électroniques, j'ai ces investissements immobiliers en courte durée et en plus longue durée. Mmh. J'ai une société de conciergerie, mais dans laquelle j'ai juste des parts, qui est juste fait en fait pour mes investissements que j'ai et les investissements d'un autre ami avec qui on est associé sur d'autres choses, pas sur la courte durée, mais en tout cas, voilà, on a fait ce projet pour ça, mais ça, pareil, c'est 100%. Enfin, là, je mets même pas 1% ma tête dedans, je mets pas du tout ma tête dedans. Euh, et j'ai aussi des placements en bourse, Ouais, mais qui sont vraiment faits de manière très, comment dire, très passif. ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que je peux surtout pas. En fait, le problème, c'est que mon cerveau, tu sais, je suis tout le temps en train de partir. Enfin, moi, je peux te faire un nouveau projet tous les jours, tu vois. C'est vraiment, j'adore en plus ces nouveaux projets. Les objets brillants en face de moi, limite, je vais juste, je sais pas, je vais chez mon boulanger, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie, tu vois. Et du coup, il faut que j'y fasse très attention à ça parce que ça te fait perdre, ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Euh, donc effectivement, en bourse, c'est un truc sur lequel j'ai perdu beaucoup de temps à vraiment à comprendre, à être dans tout ça. Et aujourd'hui, j'ai complètement décorrélé les choses. J'ai simplement de l'argent investi qui est placé sur des actions américaines. J'achète tout le temps les mêmes, tous les mois, sans Mmh. réfléchir. Plein de gens me disent c'est une bulle, c'est pas le moment, c'est pas la bulle, je m'en fous en Ouais, ouais, fait. une stratégie, DCA, là, ce qu'on pourrait appeler la dollar cost averaging, lisser tous les mois une allocation sur, tel type d'action ou des ETF et cetera, et puis on n'en parle pas. Donc un petit peu de bourse, donc des business, l'entrepreneuriat qui a une place très, très forte, chez toi, on le voit, ouais, cool. Bah après,
business parce que c'est vrai que c'est un gros accélérateur. En fait, moi, j'aime bien, enfin, quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir des gros résultats, je pense, dans la vie. Il y a une Mmh. chose très bien, c'est démarrer par l'IMO, comme je l'ai fait, parce que ça te permet d'avoir, je trouve, une certaine sécurité. Une certaine sécurité. Tu sais que quoi qu'il arrive, bah, tu seras pas clochard, quoi, tu vois. T'as cette sécurité qui existe. Tu pourras manger demain, tu pourras donner à manger à ta famille. Enfin, je trouve que c'est génial pour ça. C'est une véritable sécurité. Et après, effectivement, le gros accélérateur, c'est quand même de faire du business. Alors, Airbnb, c'est déjà une manière, enfin, l'allocation courte durée, c'est déjà une manière de faire du business quand même avec l'immobilier. C'est pas que de l'investissement IMO, il y a une partie business dedans. Et après, bah, d'autres business, en fait, qui peuvent nous inspirer et qui peuvent nous donner envie. Voilà. Et donc, le gros point sur lequel je travaille moi beaucoup, en tout cas c'est beaucoup de mon travail aujourd'hui, c'est la formation en ligne de personnes. J'ai mis Ouais. beaucoup de choses en place autour de ça. On a plusieurs types enfin on a 3 types de programmes et on a un programme un peu axé plutôt débutant ou débutant avancé. Et après, on a des pros et qui est très complet en fait, hein, qui peut permettre. On a des gens qui ont acheté plusieurs millions d'euros d'IMO avec la base de ce Ouais, programme. parle-nous un peu des différents programmes. Donc, tu dis donc trois programmes, donc un plus axé pour les personnes qui veulent découvrir. Enfin, découvrir et même, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans pour pouvoir vraiment réussir, aller jusqu'à la mise en location, D'accord. jusqu'à même la multiplication des biens, toutes les stratégies, tu vois, avec les banques, avec tout ce qu'on veut. C'est vraiment le A à Z. Je préfère avoir, plutôt que d'avoir des choses ciblées, je préfère avoir un programme vraiment de A à Z aujourd'hui, parce que finalement, quelqu'un qui va se dire, ah, ma difficulté aujourd'hui, je vais acheter un programme sur, par exemple, comment trouver une bonne affaire. Le Mhm. problème, c'est que dans une semaine, tu vas avoir un nouveau problème qui va être comment la financer, cette bonne affaire. Donc, l'un dans l'autre, c'est vraiment quelque chose de très complet avec une assistance moyenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus moi dans ce programme directement, j'y suis dans les vidéos, j'y suis dans les mises à jour, mais j'ai des personnes dans mon équipe qui s'occupent d'accompagner en fait les personnes qui sont dans ce programme. D'accord. Mhm. C'est le premier niveau. Après, on a un deuxième niveau qui est un programme d'accompagnement beaucoup plus intensif, avec là en fait plusieurs sessions par semaine de coaching live, vraiment quelque chose pour dire là on va se prendre le coup de pied aux fesses Donc, et tout se passe en ligne hein, oui, en sur ligne. les programmes. Ouais, ouais. Le premier programme, tout se passe en ligne. Donc voilà, avec à chaque fois en fait, que ce soit sur le premier programme ou le deuxième programme, on a des groupes en fait réservés de façon à ce que les gens puissent échanger entre eux, etc. Parce que c'est vraiment des choses qui me semblent essentielles. C'est comme tu le disais, de bien s'entourer. Et comme on a quand même une belle communauté aujourd'hui, il y a des gens de secteurs qui peuvent se retrouver, etc. Enfin, on voit il y a plein de choses en fait qui renaissent qui naissent au-delà de nous ce qu'on a prévu. Où on dit ah c'est génial en fait parce qu'on a créé une première émulation et boum il y a une autre émulation qui existe. Donc ça Tout c'est à cool. fait, Donc ouais. premier programme donc voilà orienté sur l'investissement en général, mais avec toutes les spécificités de la location courte durée aussi. Donc ça Mhm, peut permettre mhm. n'importe quel type d'investissement, mais aussi la location courte durée. Deuxième programme, là, un accompagnement avec des coachs, donc des coachs qui ont réussi, qui sont indépendants financièrement, qui ont quitté leur job ou qui ont fait le choix de le garder, mais qui ont très largement remplacé l'équivalent de leur salaire. Donc Mhm, ça, c'est mhm. des coachs qui sont vraiment là plusieurs fois par semaine pour les personnes. C'est en général des réunions de groupe, etc., qui sont faites pour motiver, monter en puissance, etc. Donc ça, c'est un programme d'accompagnement en général qui dure 12 mois pour les personnes Mhm. qui le rejoignent. Et après, j'ai un mastermind immobilier qui est là pour des investisseurs avancés. Ça, là, il y a des rencontres physiques. Donc là, c'est vraiment moi qui le drive. Celui-ci, je suis à 100% dans ce programme. Du coup, donc sur le programme intermédiaire, ça m'arrive d'intervenir, etc. Mais Ouais. c'est quand même les coachs avant tout qui ont. Là, c'est vraiment moi. Et c'est un petit groupe, c'est 20 personnes. Je prends pas plus de 20 pour une question de temps. En fait, ça, je le fais plus, pas forcément directement pour l'argent, mais plus pour m'éclater parce que j'adore en fait, tu vois, côtoyer, bah, comme tu vois, là, on échange et tout, c'est Bien super sûr, cool. bien sûr. Et j'adore côtoyer des personnes qui le font. Et en même temps, bah, si je peux les aider à passer, tu vois, la marche supérieure. Et en même temps, s'ils peuvent aussi m'aider, et aussi même certaines choses, il y a une personne qui est dans le mastermind et qui on a fait des investissements ensemble. Enfin, tu vois, voilà, il y a des trucs qui peuvent se faire. Il y a des gens dans le mastermind qui ont investi ensemble. Enfin, voilà, c'est une espèce d'émulation Mhm, en mhm. petit groupe qui est plutôt. En fait, c'est un petit peu, tu sais, tu rentres dans le premier, tu suis avec le deuxième, et éventuellement, tu peux venir dans ce troisième programme. Une fois que tu as une grosse réussite, tu y verras un intérêt. Voilà. Excellent, bah super, c'est super complet. Et
que les auditeurs sachent aussi en toute transparence, j'ai moi-même été donc partisan et donc j'ai participé à un des premiers programmes que tu avais lancé justement sur l'automatisation de la courte durée. Et donc, j'en profite tiens, pour te remercier une nouvelle fois parce que c'est vrai que ça m'a vraiment énormément servi pour mettre en place notamment tout ce qui était l'automatisation de la courte durée pour déléguer, gagner du temps et pour pouvoir faire tourner énormément ça. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment top avec un support aussi derrière dès lors qu'on a des questions, etc. Très, très réactif. Donc, il y a vraiment de la qualité. Et je dis ça vraiment en toute transparence. Il n'y a rien qui est prévu avec Loïc. Il n'y a pas de sponsoring. Il y a rien du tout. Oui, après, Euh, non, non, effectivement, avec Israël, c'est une relation toute, voilà. Et de toute façon, je suis pas venu là pour faire de la pub pour mes programmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, génial si on en parle, tu vois. Mais moi, avant tout, je suis venu là pour discuter IMO. On a aujourd'hui, juste pour donner un peu une idée, on est centre de formation professionnelle agréé par l'État. ouais. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'on ait cette professionnalisation qui existe, ça nous oblige à certains process, certaines choses vraiment importantes. Et également, j'ai 17 personnes dans l'équipe avec moi. C'est juste pour donner un peu l'ampleur où, voilà, l'idée, c'est pas d'aller faire de la publicité, d'aller faire des choses Non, non, là-dessus. du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même. Alors, on a des méthodes d'acquisition, mais c'est génial parce qu'en fait, c'est la meilleure chose que tu fais parce que c'est de la recommandation. Et merci de le faire parce que de dire que tu en as été content parce que c'est la meilleure des pubs quoi qu'il arrive quoi. C'est À ça. fond, à fond. Et c'est dans tous les cas, c'est super important de se former, que ça passe par l'investissement dans l'un de ces programmes de formation en ligne. Ça peut être par des lectures, hein, des livres, des articles, etc. D'étudier un petit peu la fiscalité, d'étudier, enfin tout ça, d'échanger, de se former. Et donc c'est vraiment très très important pour éviter de faire des bêtises, même au-delà de ça, pour réaliser des choses vraiment extraordinaires, parce qu'encore une fois, que ce soit l'immobilier ou d'autres types d'investissements, mais en particulier l'immobilier, on est là aujourd'hui ensemble sur ce sujet notamment, c'est très 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 puissant, il y a vraiment des très belles choses à faire, donc ouais, c'est cool. Ouais, je pense, moi, tu vois, on peut tout faire sans se former avec des formations payantes ou des choses. On peut arriver à tout trouver aujourd'hui. L'information, elle existe partout. Le problème, c'est de faire le tri dans cette information. Et en fait, le gros avantage d'une formation en ligne, moi, je le vois le premier. Hein, j'ai dépensé, je pense, peut-être, j'en sais rien, peut-être 100 000 euros dans des formations en ligne ou peut-être même plus. C'est hallucinant le volume. Et puis, bon, comme il y a les équipes aussi, etc. Mais je vois, c'est des accélérateurs de dingue. En fait, t'as quelqu'un qui a eu le même problème que toi avant et lui, ce qu'il a fait, bah, il a essuyé tous ses problèmes, il a trouvé les meilleures solutions et il t'a tout remis dans l'ordre et il t'a Mm, dit mm. étape 1 fait ça, étape 2 fait ça, étape 3 fait ça et ça c'est vraiment génial. Maintenant, moi j'étais partisan, je te jure au début où tout ce truc de formation en ligne est sorti, j'avais surtout pas envie d'en acheter, tu vois, je me disais je voyais les Américains en fait au moment où j'ai lancé du business en ligne qui te vendaient des formations, je disais ah non, je vais aller gratter les trucs gratuits et tout. Et le jour en fait où j'ai commencé à acheter le premier programme euh, de formation, je me suis rendu compte que c'était un accélérateur de dingue et j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai été con. Mais voilà, mais après c'est pareil, c'était dans mon apprentissage et c'était comme ça, tu vois. Bien sûr, et puis y aller aussi par étapes, et c'est une bonne chose aussi. Et ouais, ouais, c'est très très bien. Mais c'est vrai que comme tu le dis, ces programmes qui sont structurés, etc., c'est quand même autre chose. Ah, super intéressant. Est-ce que sur le thème de l'investissement en règle générale, il y a une classe d'actifs, un type d'investissement que tu ne ferais pas? Non, pas particulièrement. Je t'avoue, en fait, comme je m'intéresse pas forcément, parce que je me dis que mon cerveau est mieux occupé, tu vois, à autre chose, bah du coup, je vais pas aller sur des actifs plus pour ça. Mais je pense que aujourd'hui, tous les actifs sont bons. Après, je pense que, tu vois, par exemple, je connais pas forcément beaucoup les cryptos. J'ai un peu quand même, parce qu'au début où les cryptos ont explosé, je m'y suis intéressé. D'ailleurs, j'ai un peu d'Ethereum, un peu de Bitcoin quand même en état d'esprit un peu de diversification, mais j'en ai très peu. C'est vraiment une part qui est toute petite de mon portefeuille. Je pense que c'est très certainement, tu vois, l'avenir, etc. Mais je pense qu'il faut pas forcément. En fait, moi, j'ai pas d'avis, tu vois, sur toutes ces choses. Je préfère pas avoir d'avis parce que je me dis c'est peut-être la nouvelle révolution, ça l'est peut-être pas, mais en fait moi c'est pas ça qui va me rapporter directement parce qu'aujourd'hui un Bitcoin à 50 000, même s'il fait x4 demain, il fera plus x100.
Et est-ce que je peux pas utiliser mon cerveau à faire x100 sur autre chose? C'est un petit peu l'idée. Maintenant, génial, et je pense qu'il y a plein de gens qui font des choses géniales avec les cryptos, mais c'est un peu genre si il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie des cryptos, par exemple, bon, je parle des cryptos parce que c'est un peu le truc du moment, mais Ouais, bien en fait, sûr, ouais. si tu veux faire de la crypto, va dessus et vas-y à fond, quoi. Deviens le meilleur expert de la crypto. Et là, je suis sûr que tu vas exploser le game. Et Ismaël t'invitera dans 6 mois ou dans un an pour dire, viens nous parler des cryptos, man. Mais Il y a quelques épisodes qui sont prévus là-dessus, ouais, bien sûr. Ouais. super. Et voilà, mais c'est ça en fait. Moi, j'ai pas d'investissement où j'irai pas. La seule chose, je pense, du moment qu'on se forme, je pense qu'on peut faire de l'argent avec tout. J'ai vu des gens qui faisaient de l'argent avec des vaches. J'ai vu des gens qui faisaient de l'argent, enfin, avec tout et n'importe quoi, avec l'art. J'ai une amie qui a beaucoup investi dans l'art et c'est super intéressant. Mais jamais je veux me mettre dedans. Il y a trop de choses à connaître en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, super intéressant d'être focus, c'est top. C'est top, c'est top. Bah écoute, merci. Juste avant de se laisser, Loïc, est-ce que tu as quelques petites ressources que tu t'inspires ou que tu pourrais recommander, alors que ce soit des livres, des émissions, des choses, je sais pas, un TEDx, peu importe, qui t'inspirent, qui t'ont inspiré et qui pourraient servir à nos auditeurs? Moi, les deux. Alors, si je dois donner deux livres, bon, je vais donner des choses assez classiques qui sont quand même beaucoup distribuées, etc. Enfin, qui sont beaucoup dites. Mais moi, les deux livres qui m'ont pas mal retourné le cerveau, c'est les tout premiers, c'est Père riche, Père pauvre, et puis La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est Mmh. vraiment les deux bouquins qui, si aujourd'hui tu nous écoutes, t'as jamais lu, tu commences à t'intéresser à ça, etc. Lis au moins un de ces deux livres. Je pense que ça va t'amener une autre manière de penser. Et après, j'ai plutôt envie de faire un conseil un peu différent. C'est Mmh. faites attention à pas trop manger de contenu non plus, parce qu'aujourd'hui on a une abondance du contenu. Et en fait, moi je vois, il y a un truc que je donne sur mon programme maintenant IMO. Première vidéo, ce que je dis, c'est va te désabonner de ma chaîne YouTube. Et en fait, c'est juste pour dire, une fois que tu as choisi une méthode, un truc, si tu veux y arriver, si tu veux avoir des gros résultats, en fait, t'es beaucoup mieux de focus quelque chose, d'aller vraiment que là-dessus. Parce que je vois mon fil YouTube, tu vois, par exemple, à chaque fois que j'allume YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui me font très envie. Et sur des sujets qui, en fait, me servent à rien par rapport à mes objectifs que je peux avoir envie d'atteindre. Bon, après, moi, je suis enfin, juste en deux mots, je suis un psychopathe, c'est-à-dire que je regarde jamais la télévision, je suis assez, je regarde jamais les infos, je lis jamais les infos sur Google, juste quelques trucs tech, mais sinon je lis rien. Mmh. Et donc Mmh. du coup, voilà. Par contre, je lis beaucoup de livres, mais ciblés sur des sujets que je souhaite. Je regarde des vidéos, j'essaye de les cibler au maximum, même si je me perds aussi dans les méandres de YouTube comme tout le monde de temps en temps. Mais voilà. Mais c'est plutôt un conseil comme ça, en fait, de faire attention, de bien sélectionner votre contenu, de façon à pas être sous une abondance d'informations qui fait que finalement on a tendance à procrastiner. On le voit chez plein de gens qui ont envie de tout faire et qui au final, si on a vraiment envie de tout faire, malheureusement on fait moins de choses, quoi. Super intéressant d'être, focus. C'est super important et c'est vrai qu'avec, toute la quantité et la qualité, hein, également d'informations qu'on peut recevoir, que ce soit sur YouTube, Instagram et cetera, c'est vrai qu'on aurait vite fait de s'y perdre et un des bons conseils que tu donnes, c'est aussi, voilà, d'être focus et de passer à l'action et d'apprendre aussi par soi-même. Tu en es l'exemple. C'est super, super inspirant. Bah, écoute, merci, Loïc. On mettra toutes tes références, toutes tes coordonnées, dans le descriptif, de l'émission. On verra si tu fais, une remise pour, les auditeurs de La Bonne Fortune pour tes programmes de formation. On Ok, en rediscutera après. on verra, ça marche, avec plaisir. Et puis, en tout cas, mille merci pour tout, ces infos que tu as données, toute cette valeur ajoutée, parce que tu as quand même lâché pas mal de pépites et puis tu t'es livré, sans filtre. C'est vraiment très, très inspirant. Merci pour tout et je te dis à très, très vite, Loïc. Merci à toi de m'avoir invité et génial en fait ton format, j'adore ce côté en fait discussion comme ça, c'est génial, super. Donc merci aussi à tous de nous avoir écoutés et merci Ismaël de m'avoir invité. À bientôt. Au plaisir. Nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast. Tu le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser 2 ou 3 amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune.
Ciao.